Docteur Amine Bititi, vous revenez d'une bonne soirée-nuit d'accouchement. Oui. C'était une nuit un peu dure pour vous, on peut le dire aux téléspectateurs. Certes, c'est vrai. Certes, c'est vrai. Alors, vous êtes chirurgien gynécologue et médecin de reproduction. Cette question, docteur, suis-je infertile? On va essayer de répondre à cela avec vous, mais juste avant, je vous propose de regarder une petite animation réalisée par notre équipe. Seulement un rapport sur 5 aboutit à une grossesse. Et ce n'est pas forcément un cas d'infertilité ou de stérilité. Le recoupement des différentes études à travers le monde démontre les tendances actuelles. Dans le monde, 80 millions de personnes sont concernées par l'infertilité. Son origine est masculine dans un tiers des cas, féminine dans un tiers des cas et mixte ou inexpliquée dans un tiers des cas. En Afrique, entre 15 et 30% des couples sont touchés par l'infertilité, les mauvaises conditions sanitaires étant un facteur aggravant. Au Maroc, 12% des couples marocains, soit environ 800 000 personnes, sont affectés par l'infertilité. Cette dernière est masculine à 40%, féminine à 33% et mixte à 25%. Reste à savoir quelle différence y a-t-il entre stérilité et infertilité. La stérilité se définit comme l'incapacité de concevoir un enfant. Il s'agit d'un état définitif. L'infertilité, quant à elle, peut être temporaire ou curable. Elle est rarement associée uniquement à un des partenaires. On parle donc d'infertilité de couple. Ce n'est qu'après 12 mois de rapports réguliers infructueux, sans utilisation de moyens de contraception, qu'il faut commencer à se poser des questions et aller consulter un médecin. Mais alors, quelles sont les causes de l'infertilité ? À quel moment faut-il s'inquiéter et quels examens sont nécessaires pour poser le bon diagnostic ? Alors, docteur Bititi, est-ce que vos patients, vos patientes en particulier, vous posent directement cette question, docteur, suis-je infertile ? En fait, elles viennent essentiellement demander de l'aide à la conception. Donc, elles viennent après, il y en a après 6 mois, il y en a après 1 an, il y en a après 3 ou 4 ans d'essais infructueux. Et puis, nous, on est là pour mener l'enquête, un très très bon interrogatoire qui sera suivi par des examens complémentaires pour donner une réponse et une aide à la procréation à ces couples en difficulté. Alors la question qui revient souvent, c'est la trajectoire pour arriver au résultat. Est-ce que l'approche justement diffère d'une femme à une autre, de son âge, de son profil, de son cycle? Est-ce que c'est une femme qui a un cycle régulier, irrégulier? Oui, complètement. Donc on commence déjà par l'âge de la patiente, la durée de l'infertilité, est-ce qu'ils ont déjà eu des enfants ou pas. C'est important aussi. Très important, la régularité des cycles. Est-ce qu'ils ont des rapports fréquents? Est-ce qu'ils habitent ensemble? Parce que des fois, je reçois des gens qui... le monsieur habite dans le sud, la dame il habite ici, puis ils se voient au moment de l'ovulation, alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est plutôt augmenter la fréquence des rapports, du 8e jour au 20e jour du cycle. Aider les patientes qui n'ont pas des cycles réguliers, parce qu'elles ne le savent pas, des fois elles ont leurs règles tous les 3 à 4 mois, donc leur dire qu'il faut vous aider à ovuler, parce que sinon vous ne pouvez pas concevoir, vous n'avez pas les mêmes chances qu'une dame qui ovule tous les mois. Et puis c'est surtout informer ces couples-là et mettre l'homme aussi sur la table, parce que souvent c'est que la femme qui vient, et puis de plus en plus les hommes se sentent aussi concernés, parce que comme vous avez vu dans le reportage, 40% des hommes sont en cause aussi de cette infertilité-là. Alors on va développer avec vous les différentes causes, les différents facteurs qui vont influencer cette infertilité, féminine ou masculine. Est-ce que les causes sont différentes chez l'homme et chez la femme? Oui, parce que les organes de reproduction sont différents. Chez la femme, c'est essentiellement les causes ovariennes. Donc, soit la dame, elle n'ovule pas tous les mois, donc ça s'appelle des ovaires dystrophiques ou des ovaires polykystiques. Ce n'est pas des réels kystes, c'est des dames qui ont une bonne réserve ovarienne, mais elles ont un trouble du signal de l'ovulation. Ça n'ovule pas tous les mois. Donc il faut rétablir ce signal à travers des médicaments qui sont simples. Je vous arrête. Est-ce qu'on peut savoir qu'on ovule ou qu'on n'ovule pas? Est-ce que le signe principal, c'est les menstruations, ou bien est-ce qu'une femme peut avoir ses menstruations? Dans 80% des cas, les femmes qui ont leur menstruation ovulent. D'accord. Ce n'est pas un dogme de dire tes règles tous les mois, ça veut dire que tu ovules. Une simple prise de sang, à J21 du cycle, tu fais une prise de sang. Si la progestérone elle est élevée, ça montre que vous ovulez. Il y a des femmes qui s'amusent à faire les courbes de température pour le savoir. C'est très contraignant, c'est très anxiogène. Il faut qu'elle se réveille le matin le faire. Donc une prise de sang, demander une prise de sang à son gynécologue suffit pour savoir. Après, est-ce qu'on ovule bien ou pas? Ça, c'est autre chose. D'accord. Ça, c'est pour la femme. Ça, c'est pour la femme, mais c'est juste la cause ovarienne, je vous ai dit. Après, il y a la cause tubaire, c'est-à-dire les trompes, péritonéales, l'endométriose, comme vous savez que c'est un sujet qui me porte. Donc les dames menaient un très très bon interrogatoire, savoir si elles ont mal pendant les rapports, mal pendant les règles, mal en dehors des règles ou pendant leur ovulation.
et les causes utérines aussi, l'implantation. Est-ce qu'elle se fait bien ou pas? Est-ce que les antécédents de la dame, elle a eu une aspiration? Est-ce qu'il n'y a pas des accolements de la paroi? Donc, allez visualiser cette cavité avec une hystéroscopie diagnostique qui peut se faire au cabinet ou à la clinique, faire une hysterosalpingographie, c'est une radiographie des trompes, et faire des bilans hormonaux pour connaître la réserve ovarienne ainsi qu'une échographie pelvienne. Et les causes, ce qu'on appelle les causes exogènes aussi? De Les... l'environnement, du stress, aussi, l'hygiène de vie? Aussi, ça rentre dans le cas des infertilités inexpliquées. D'accord. Donc, on peut retrouver dans 10% des cas. Donc, on mène des examens complémentaires féminins et masculins. Le masculin, c'est essentiellement un spermogramme. Aussi des sérologies, hein, bien sûr, tout ce qui est HIV, hépatite B, hépatite C et syphilis, obligatoire avant toute assistance médicale à la procréation. Et si on a un spermogramme qui est normal et un bilan féminin normal, bon, on est dans le cadre d'une infertilité inexpliquée. OK. Alors, est-ce qu'il y a un protocole établi, international, réglementé pour ces investigations, ou bien, honnêtement, vous tâtonnez, chaque spécialiste à sa manière? Alors, pas du tout. On ne tâtonne pas. C'est assez standardisé et clair. Donc, une fois qu'on a mené un bon interrogatoire, on a fait les examens complémentaires et on a une idée de la cause de cette infertilité-là, ben là, on choisit la meilleure stratégie thérapeutique. C'est soit aller en assistance médicale à la procréation, parce que la dame, elle a 5 ans, 6 ans d'infertilité, soit aller faire une célioscopie de la chirurgie pour aider la femme à concevoir à la maison. Quand il s'agit d'une infertilité de courte durée, ça ne sert à rien d'aller directement à l'assistance médicale à la procréation. Une simple chirurgie, avec une bonne information, peut aider le couple à concevoir à la maison. Pourquoi je vous posais la question comme ça? Parce que justement, ces examens ont une mauvaise réputation. On en parle avec des personnes concernées, des amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, mais voilà, moi j'ai l'impression que les personnes concernées tâtonnent aussi, sont dans un parcours qui n'est pas forcément clair, chaque médecin donne un avis différent. Je vous raconte les discussions hors cabinet. Pas scientifique. Je vous raconte ce que la société se dit, ce que les amis se disent quand on est en confidence. Vous en pensez quoi, Mona? Je pense que le problème vient du fait, généralement, c'est qu'on va vers les gens autour de nous, la famille, les gens qui ont eu aussi des problèmes peut-être d'infertilité ou de retard pour la grossesse, etc. Et donc, des fois, on est très mal conseillé. C'est un travail de médecin, il faut aller chez le spécialiste. Fatem Zahra? Moi, je vais en parler parce que je suis passée par là. D'accord. Donc, j'ai eu plusieurs expériences avec plusieurs médecins. Et effectivement, les 2 premiers ou les 3 premiers, donc c'était des protocoles différents. Pourtant, c'est la même chose. Enfin, c'est la même cause. Oui, j'avais le syndrome polycystique. Donc, la prise en charge était différente. La prise en charge aussi du patient, parce que moi, je pense que je veux faire passer comme, en tout cas, mais ça, c'est que la femme est très touchée, enfin, je pense le couple, mais la femme, il faut un accompagnement, je pense, psychologique durant ces traitements-là. Et quand on tombe sur le banc, et pour moi, un bon médecin, un gynéco ou un spécialiste de l'infertilité, c'est quelqu'un qui sait écouter sa patiente, c'est quelqu'un qui est patient aussi, et aussi qu'on ressent que le résultat l'intéresse autant que la femme, pas parce que c'est un résultat qui va... Non, c'est parce que c'est une satisfaction personnelle. Et je pense que quand une femme est bien avec son gynécologue, je pense que les résultats sont meilleurs. Vous devenez un vrai partenaire de vie, docteur Bititi. Ah oui, complètement. Oui, complètement. Complètement. Parce que vous rentrez dans l'intimité des gens quand même, des couples, dans leurs angoisses. Ils vous font confiance, donc vous avez un devoir de résultat à la limite, et puis vous le ressentez de la même manière. Donc comme ce que vous dites, il faut avoir une certaine empathie et y croire et vraiment les aider à aller jusqu'au bout. Ce qui revient malheureusement, c'est le manque d'information. Les gens, ce qui revient, c'est qu'il ne m'a rien dit, il m'a donné les médicaments, et puis voilà, je suis un peu livré à moi-même. Très important, je rebondis sur ce qu'elle vient de dire, ma collègue, c'est l'entourage, enfin l'entourage. C'est le rendez-vous avec le psychologue. Moi, malheureusement, je le dis souvent, c'est qu'on n'est pas très outillé pour ça. Expliquer, donner des guides d'information aux gens, limite faire des dessins, et puis les protocoles, il y en a 2 ou 3. Et avant d'en arriver là, effectivement, comme ce que vous avez dit, c'est qu'on hésite à passer directement en assistance médicale à la procréation parce que c'est des risques. Hein. Comme vous dites, on est un peu réticent parce qu'il y a des effets secondaires. Et c'est coûteux. C'est assez coûteux, c'est pas remboursé au Maroc malheureusement. C'est en cours, ça va l'être. Il y a un texte de loi qui vient de légiférer le travail autour de l'assistance médicale à la procréation.
Donc du coup, bien expliquer les risques, parce qu'il y a des gens qui viennent me dire aidez-nous tout de suite. Non, il y a des risques de saignement, il y a des risques d'intervention par la suite, d'échec, il y a des risques d'infection. Et puis voilà, tout bien informer les gens, c'est important. L'information, et justement, c'est un sujet qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. On a des questions pour vous, docteur Bititi Amine. Alors, la première question dit je dois consulter, mais je ne sais pas comment aborder le sujet avec mon mari. Est-ce qu'on en est encore là? Est-ce qu'il vous arrive, docteur, de recevoir des femmes qui ont un petit peu honte d'en parler à leur conjoint, à leur partenaire de vie? C'est en général, les gens, c'est vrai que des fois, ils sont impatients. Des fois, je reçois des gens après 3 ou 4 mois qui viennent me dire « j'arrive pas ». Donc, le monsieur, il lui dit « hop, d'abord, il faut qu'on le fasse. Et puis, parler de la régularité des rapports sexuels. Il y en a qui, avec le travail, le stress et le bonheur au travail, qui n'est pas tout le temps le cas pour tout le monde, ils n'ont pas les rapports sexuels fréquents. Donc, du coup, moi, il y a des maris qui me disent « laissez-moi 1 mois ou 2, c'est bon, et on va y aller ». Et puis, ils y arrivent parce que là, ils s'y attellent. Mais oui, effectivement, c'est un sujet tabou parce des fois, elle se dit moi, j'ai tout qui est bien. Je vous ai vu, j'ai tout qui est bien. Ma crainte, c'est de lui dire ça peut le froisser, sa masculinité ou sa virilité peut être touchée, écorchée. Et puis elles ne veulent pas toucher à ça. Alors qu'il faut le dépasser, il faut aller de l'avant, et il faut le mener, il faut le faire venir, quoi. Alors, on a une question qui revient par rapport au parcours. J'ai entendu tellement de choses négatives sur les longs parcours avant d'identifier la raison exacte. Cela m'angoisse. Est-ce justifié? Comment vous pouvez rassurer? Rassurer, c'est qu'il faut... nous, on a mis en place une standardisation, un questionnaire standardisé, où déjà en salle d'attente, la dame, elle rentre te voir avec des questions déjà posées. Donc, on sait un peu comment orienter nos recherches, nos examens complémentaires. Je trouve que c'est important. Laisser le temps, donner le temps, c'est un interrogatoire qui est très très important pour après cibler ces options, ces différentes options, que ce soit la célioscopie, que ce soit l'hystéroscopie parce qu'il y a un polype dans la cavité, que ce soit directement les inséminations avant de passer à l'assistance médicale à la procréation, que sont la fécondation in vitro en soi ou l'injection du spermatozoïde dans l'ovule, ça s'appelle l'ICSI. Donc tout ça, c'est pas justifié d'avoir peur, il faut consulter le spécialiste qui a étudié ça. Et on a 8 centres, plus une quinzaine de centres au Maroc qui travaillent bien, donc il faut y faire confiance à son médecin. Et la communication, ça c'est extrêmement important parce que c'est ça qui rassure les patients, c'est ça qui rassure les couples. C'est au-delà du bon travail scientifique que vous pouvez faire en tant que spécialiste, c'est aussi l'empathie dont vous avez parlé. Ça joue beaucoup. Oui. Ça joue énormément. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous. On arrive à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle mon tour de table, Mona Sbahi, consultante RH et coach. Fatem Zahram Zioud Bennis, vous êtes beaucoup. Vous êtes bien sûr executive coach, conférencière, vous avez différents diplômes et vous étiez aujourd'hui notre femme inspirante de la semaine. Je pense que vous avez donné envie et donné beaucoup d'espoir. Et vous avez secoué un petit peu cette jeunesse qui ne croit plus trop en son potentiel. Et à vos côtés, docteur Amine Bititi, vous êtes chirurgien gynécologue et médecin de reproduction. Cette émission sera disponible sur notre site mediantv.com et elle sera rediffusée en semaine sur Médien TV. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe, à Tanger, Rabat et Casa pour le suivi de l'émission. À bientôt. On se dit à demain en fait. Au revoir.